Bonjour, bienvenue en Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité et qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Et notre invité ce midi, c'est le haut-commissaire Louis Lefranc. Bonjour. Bonjour madame, bonjour Elisabeth. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Il était intéressant d'entendre la parole du représentant de l'État à ce moment particulier de la Nouvelle-Calédonie qui est confrontée à la crise de sa filière nickel. L'usine du Nord, on l'a appris cette semaine, en début de semaine, est mise en sommeil pour une période de 6 mois. Glencore a annoncé son retrait du capital de KNS, faute d'un accord financier acceptable. Manifestement, l'aide exceptionnelle de 24 milliards qui avait été proposée par l'État n'a pas suffi à convaincre l'industriel, enfin le trader de rester. Est-ce que c'est une déception pour l'État ou est-ce que cette décision de retrait était finalement inéluctable? Alors, je crois utile de rappeler tout d'abord que l'État n'a pas les compétences mine-énergie en Nouvelle-Calédonie. Je pense qu'il faut le rappeler et le dire de façon à ce que tous nos auditeurs le sachent. Pour autant, l'État considère que le nickel est d'importance stratégique. Les offres financières qui ont été faites par l'État sont exceptionnelles, à la fois par leur niveau et les délais de mise en œuvre. C'est extrêmement rapide. Je voudrais aussi préciser que l'offre de 200 millions d'euros, 24 milliards, faite par l'État pour l'usine du Nord, KNS, est de très loin la plus élevée. La plus élevée par rapport aux autres usines. Par rapport aux deux autres usines. Alors, je pense que ça aussi, il faut que tout le monde en ait conscience. L'État, bien évidemment, prend acte de la décision de Glencore de quitter le capital de KNS. Et dire que cette décision était à craindre, on l'a senti, et cela a été dit clairement d'ailleurs lors de la mission de Bercy qui a été organisée au commissariat il y a environ 3 semaines de cela. Le numéro 2 de Glencore, qui est un trader et un opérateur industriel de taille mondiale, un des 3 plus grands au niveau mondial, Glencore, il nous l'a dit, a perdu 10 milliards de dollars. 10 milliards de dollars, ça fait 1200 milliards de francs pacifiques. Alors moi-même, je ne m'y retrouve plus tellement ce chiffre est astronomique. Glencore a une dette de 14 milliards de dollars, c'est-à-dire 1650 milliards de francs pacifiques. C'est une dette qui est colossale. C'est-à-dire que Glencore, quand il a fusionné avec Xstrata, lequel Xstrata avait acheté les parts concernant Falconbridge, le Canadien, eh bien, quand Xstrata a cédé à Glencore ses parts, il a cédé aussi une dette qui était de 4,5 milliards de dollars. Et voilà, de quelques années après, eh bien, Glencore affiche aujourd'hui une dette de 14 milliards de dollars. Glencore a perdu 10 milliards de dollars. Donc l'État, suite à la décision qui a été annoncée par Glencore, il y a 3 semaines de cela, a proposé à ce groupe, et pour la seule usine du Nord, une aide de 24 milliards de francs pacifiques, je vous l'ai dit, 200 millions d'euros pour garantir la pérennité de l'usine sous forme de soutien public. Alors, comment il se décompose? 100 millions d'euros en prêt d'urgence, 60 millions d'euros en subvention sur le prêt de l'énergie à partager entre l'État, qui en prend les 2 tiers, et la Nouvelle-Calédonie 1 tiers, sur les années 2024-2026, donc sur les 3 années qui démarrent cette année, et 45 millions d'euros en ressources supplémentaires. Cela recouvre les exportations potentielles et les ventes de minerais à la SLN liées à la modification du code minier calédonien, ce que demande le ministre Bruno Le Maire. Donc la mise sous cocon est une décision d'industriel. Cela signifie effectivement que seuls les fours de KNS seront maintenus chauds, mais n'accueilleront plus de minerais. Des fours froids deviennent inopérants, inutilisables. Donc, pour que ces fours puissent être réutilisés, il faut les maintenir chauds. Et en plus, l'emploi de tous les salariés est maintenu donc, pendant la période de transition de 6 mois. Donc en fait, même si la Calédonie a été un peu frappée de sidération par l'annonce, on a l'impression que le pire a quand même été évité, non? Alors, le pire n'est jamais certain. En tous les cas, il y avait un problème d'urgence à traiter et cette urgence a été prise en compte au niveau le plus haut de l'État et c'est le ministre
de l'économie des finances et de la souveraineté industrielle qui a eu la charge de conduire ce dossier, ces négociations, et il l'a fait sans attendre pour éviter quelque chose de beaucoup plus grave en Nouvelle-Calédonie. Maintenir des fours chauds, juste un petit mot là-dessus, ça va concerner aussi qu'une faible activité de l'usine, de ce qu'elle a été jusqu'à présent. Donc ça ne concernera qu'un petit nombre de salariés. Ça pourrait en concerner environ 200. Seulement, ce qui est plus rassurant pour l'ensemble des salariés de KNS, l'usine du Nord, c'est qu'ils vont tous pouvoir conserver l'intégralité de leur rémunération pendant 6 mois. Donc le problème immédiat, alors je reste toujours sur l'usine du Nord, puisque vous m'en avez parlé, Elisabeth, le problème immédiat, c'est celui de la sous-traitance, qui est lourdement impactée car l'usine sera à l'arrêt. C'est-à-dire toutes les entreprises, quelles qu'elles soient, qui travaillaient pour le compte de l'usine du Nord. Là, les salariés ne vont pas voir leur rémunération maintenue pendant 6 mois. Ils vont voir leur activité, pour certains, réduite à 0, et pour d'autres, sensiblement réduite. Et donc, ce sujet est un sujet important, majeur, pour nous, l'État. Ça peut concerner aussi des entreprises qui travaillent pour le compte de KNS qui sont situées en province sud. Elles ne sont pas toutes en province nord. Et donc, l'impact, il est très important pour la sous-traitance. Est-ce que pour rester dans ce problème de sous-traitance et de conséquences économiques, l'État va prévoir un plan d'accompagnement? On sait que le gouvernement de son côté a mis en place une cellule de suivi. L'État va y être associé. Vous allez également participer à cet accompagnement des sous-traitants et de ceux qui vont se retrouver sans emploi? Alors, l'État a un plan. Le plan s'appelle le pacte Nickel. La Nouvelle-Calédonie a mis sur pied une cellule d'accompagnement et de suivi. Le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a ouvert à l'État, donc localement, de pouvoir y participer. Donc l'État va participer, bien évidemment, on vient de le faire, et on va continuer autant de fois que nécessaire à la réunion de cette cellule de suivi et d'accompagnement pour permettre d'examiner tout ce qui doit l'être afin d'éviter, comme vous disiez, le pire. Afin d'éviter le pire. Alors, maintenant, je reviens sur l'État. La stratégie de l'État, c'est le pacte Nickel. C'est le pacte proposé par Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle. Ce pacte a été négocié, il a été ajusté avec des provinces. Maintenant, il est prêt. La négociation est achevée, elle est aboutie. Maintenant, il faut le signer. Il faut signer ce pacte. Il faut signer ce plan. C'est très important. C'est très important parce que c'est un équilibre global calédonien qui en dépend. Et donc, il faut maintenant que toutes les annonces qui ont été faites, qui sont des annonces très importantes sur le soutien financier d'État, celles qui ont été faites par la présidente de la province sud, ce dispositif de soutien financier de l'État et son processus de validation sont vraiment en cours de finalisation. Le pacte Nickel, son objectif, c'est d'abord de rendre les entreprises métallurgiques calédoniennes rentables dans un contexte international de concurrence très vive. Bruno Le Maire l'a dit, l'État n'a pas vocation à dégager la trésorerie pour des entreprises non rentables. Donc c'est un petit peu aide-toi et le ciel t'aidera. Si ces entreprises deviennent rentables, donc on va les accompagner pour ce faire, il faut qu'elles réduisent leur coût de production, le coût de l'énergie en particulier. Donc il y a un plan qui est prévu pour cela, un plan sur 10 ans. Eh bien, l'État accompagne ce mouvement pour rendre ces entreprises rentables. Et encore une fois, dans un contexte international complexe, vous savez, je l'ai dit à vos consoeurs et confrères, il n'y a pas si longtemps, en Indonésie, les entreprises métallurgiques sont nombreuses, les coûts de production sont extrêmement faibles et l'État indonésien accompagne le coût de l'énergie de ces entreprises. Donc il faut qu'on soit en mesure d'être en concurrence par rapport à ces entreprises. Donc l'État est là, en appui, même si cela ne relève pas de sa compétence. Alors ce pacte Nickel, des dates commencent à circuler, il devait être signé fin janvier, maintenant on avance la date du 26 ou du 27 février. C'est une date que vous pouvez nous confirmer, c'est trop tôt, mais vous
Vous pensez que c'est prêt et que les différentes collectivités calédoniennes sont prêtes à apposer leur signature? Le ministre Bruno Le Maire avait tenu une conférence de presse pendant les 3 jours qu'il avait passé sur le territoire calédonien. Et il avait été très très clair. Il a dit voilà, maintenant ce plan est sur la table. Il est proposé par l'État. On va en discuter. L'objectif, c'est de pouvoir le signer le plus vite possible, dès lors qu'on va tous converger et arriver à une copie équilibrée, où chacun s'y retrouve, où chacun considère que la barre n'est pas trop haute, j'entends la barre financière. On y est. Le plan est abouti. Maintenant, on peut le signer. Donc, vous donnez une date. J'aimerais pouvoir vous donner une date. Mais ce que je voudrais surtout, c'est que chacun prenne conscience de la responsabilité qui est la sienne aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie, parce que ce plan doit être signé par l'État, bien évidemment, puisqu'il est proposé par le ministre Bruno Le Maire, mais ce plan doit être signé par les industriels, ce plan doit être signé par les exécutifs des collectivités calédoniennes, que sont le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et que sont les provinces. Donc c'est à cette condition que le plan pourra être mis en œuvre. Donc ce plan, il est vital. C'est la stratégie de l'État. Il sera signé à Paris d'ailleurs de toute façon. Hein. C'est pas sur le territoire que ça se fera. Hein. C'est pas encore décidé. Bruno Le Maire avait dit, rappelez-vous, si vous êtes en mesure de vous mettre tous d'accord avec ce qu'on vous propose, je suis prêt à revenir à Nouméa. Maintenant, il peut être signé effectivement à Paris. L'important, c'est qu'il soit signé et le plus rapidement possible. Et comme je vous l'ai dit, la négociation est aboutie. Donc, chacun s'y retrouve. Chacun considère que pour ce qui le concerne, eh bien, ce pacte va dans le bon sens. Il va dans le sens de l'économie métallurgique calédonienne, dans le sens de l'économie calédonienne, parce que vous connaissez tous l'importance de la filière métallurgique en Nouvelle-Calédonie. Donc, il n'y a plus à attendre. Maintenant, il faut y aller. C'est un pacte sans le dévoiler, j'imagine, les négociations, même si elles sont finies, il y a encore, j'imagine, des aspects qui doivent rester discrets. Ça comporte notamment l'autorisation d'exportation, l'autorisation d'accès à la ressource, qui sont des points clés pour eux, notamment pour la SLN. Tout ça a été indiqué le plus clairement du monde dans ce document. Il n'y a pas de surprise. Il a été présenté par le ministre Bruno Le Maire, détaillé. Ensuite, le groupe, la mission de Bercy qui s'est déplacée pour cela et qui a passé de nombreuses journées à rencontrer les élus, les industriels, les actionnaires. La dernière semaine, c'était avec des actionnaires. Tous ces aspects ont été explorés, étudiés, examinés. Tout a été pesé au trébuchet. Encore une fois, ce plan est prêt. On n'attend plus que sa signature. Pour revenir, monsieur le haut-commissaire, encore, on parlait de KNS tout à l'heure, période de transition de 6 mois, le temps quand même de retrouver un repreneur. Alors l'État a eu l'occasion de dire là aussi qu'il allait accompagner cette recherche d'un repreneur. Est-ce qu'il y a déjà des pistes et quel est le profil de ce repreneur que l'on recherche? Il y a eu des traders, il y a eu des industriels. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on cherche? Vous posez des bonnes questions. Alors, en ce qui concerne les repreneurs, ce que recherche l'État, c'est le bon repreneur. Je vais vous parler d'abord de l'usine du Nord, puisque Glencore tire sa révérence. Toutes les pistes sont ouvertes, ce qui ne veut pas dire que ça interdit à l'État de porter son regard. L'État, ce qu'il souhaite, c'est un repreneur fiable et plutôt un industriel. Voilà ce que je peux vous dire sur les repreneurs. Vous savez que la question, l'interrogation existe sur la possibilité d'un industriel chinois qui pourrait éventuellement être intéressé. Est-ce que l'État pourrait éventuellement mettre un veto à une présence chinoise? Ou est-ce que l'essentiel, c'est que l'usine du Nord soit reprise? Comment est-ce que l'État voit les choses? On n'en est pas encore là. Ce qu'on veut surtout, c'est que les conditions soient réunies pour rendre attractives les usines qui recherchent un repreneur. C'est le cas de l'usine du Nord. Je vous l'ai dit tout à l'heure, 10 milliards de dollars perdus par le groupe Glencore. C'est considérable. Des coûts de production qui sont très élevés. Donc il va falloir
rendre les conditions vraiment très attractives pour qu'un repreneur se penche sur le dossier de l'usine du Nord. On y travaille, l'État y travaille avec la province Nord. C'est aussi un des aspects du plan. Le plan permet d'abaisser le coût de l'énergie. Et donc, ce plan a pour vocation de réunir les conditions suffisamment incitatives pour permettre à un repreneur de dire « banco, j'y vais ». Parce que si on n'avait pas, ce serait la catastrophe. Bah évidemment. Pas de repreneur, ça veut dire quoi? Ça veut dire une usine à l'arrêt. Vous avez bien noté que les salariés sont payés pendant 6 mois, que les fours, il y en a 2 pour KNS, des fours qu'on garde chauds pour éviter que ces fours soient inutilisables, rendus inutilisables. Donc le compte à rebours a démarré. Donc il faut trouver un repreneur. Et comme je vous l'ai dit, le bon profil, c'est un repreneur qui serait celui d'un grand industriel. Alors voilà pour KNS. Les 2 autres usines sont aussi en difficulté, on l'a déjà abordé. Elles aussi, elles sont toutes les 2 concernées par le pacte nickel. Il y a eu un plan qui a été annoncé hier par la présidente de la province Sud. L'État propose un prêt de 140 millions pour Premier Resources. C'est environ 17 milliards CFP. Ça doit éviter la cessation de paiement. Là aussi, il faut retrouver un repreneur, un actionnaire d'ici 1 an. L'usine du Sud peut être sauvée. On peut penser que sa situation est peut-être meilleure, moins critique que celle de KNS. La différence, c'est que pour KNS, donc un actionnaire important à 49%, il a tiré sa révérence et maintenant le compte à rebours est lancé, il faut en trouver un autre. On y travaille. Pour l'usine du Sud, PRNC, le sujet est un petit peu différent en ce sens que, bon, d'abord, ce n'est pas tout à fait le même nickel. Quand on parle du nickel, alors je le rappelle juste à nos auditeurs, il y a 2 entreprises métallurgiques qui produisent du ferronickel, c'est la SLN et KNS, et l'usine du Sud, PRNC, produit un nickel un peu différent qu'on appelle l'hydroxyde de nickel ou plus communément le nickel batterie. Ce n'est pas le même nickel. Le nickel batterie qui est produit par l'usine du Sud, c'est un nickel qui a vocation, après avoir été raffiné, donc c'est encore une étape industrielle obligatoire pour rendre ce nickel directement utilisable dans les batteries des futurs véhicules électriques et utilisable dans les gigafactories. Nous en avons 3 en France, une dans le bassin minier dans le nord de la France, là où j'étais avant de vous rejoindre, dans le Pas-de-Calais, et puis 2 autres dans le département du Nord, à Dunkerque et à Douai. Donc ces 3 gigafactories ont vocation à accueillir ce nickel produit par des usines comme PRNC, qu'on appelle aussi l'hydroxyde de nickel, mais il faut encore le raffiner. Eh bien, ça, c'est déjà une petite différence avec les 2 autres usines qui produisent du ferronickel, qui sert à des tas de choses. Ça peut servir à fabriquer des trains d'atterrissage d'avions, des ustensiles de cuisine, enfin beaucoup de choses, mais ce n'est pas le même nickel. Je crois quand même utile de le préciser. Et quand on parle de matériaux critiques, on pense d'abord au nickel batterie, puisque pour fabriquer une batterie dans un véhicule électrique, une batterie, ça pèse autour de 200-300 kg. Il faut 50 kg de nickel, il faut 50 kg de lithium, bon, je suis très schématique, et il faut 5 kg en gros de cobalt. Voilà, vous additionnez tout ça, vous avez une batterie valable pour 10 ans qui fait tourner un véhicule électrique. Donc le nickel, dit nickel batterie, l'hydroxyde de nickel, une fois qu'il a été raffiné, est un nickel particulièrement utile, j'allais dire indispensable pour l'industrie automobile. Comme vous le savez, en 2035, l'Europe a fait le choix que ne roulent sur nos belles routes européennes que des véhicules non plus thermiques, mais des véhicules électriques. Donc il va falloir beaucoup de nickel, même si là aussi la technologie concernant les batteries des véhicules électriques évolue, et évolue très vite. Mais pour l'instant, il faut du nickel, du lithium et du cobalt. Donc l'usine du Sud produit ce nickel destiné aux batteries des futurs véhicules électriques. Donc voilà, je voulais quand même vous dire ça pour que nos auditeurs comprennent bien qu'on a 3 usines. Elles sont d'ailleurs très différentes. Il y en a 2 qui sont des usines pyrométallurgiques. Il faut des fours, donc il faut de l'énergie pour faire monter en température ces fours et permettre que le minerai qui est engouffré dans ces fours puisse fondre et qu'on en extrait du nickel, c'est du ferronickel.
La différence avec l'usine du Sud, c'est pas du tout le même process industriel. C'est un processus où par pression, on injecte de l'acide sulfurique sous pression dans le minerai et on en extrait de l'hydroxyde de nickel du minerai qui est plutôt à basse teneur. Voilà. Je ne veux pas être trop technique d'abord, parce que moi je ne suis pas ingénieur des mines, mais je voulais vous dire tout ça. Ça me paraît important pour que nos auditeurs comprennent bien quel est le sujet de nos usines métallurgiques en Nouvelle-Calédonie. Alors, sur le plan des financements... Voilà, elles ont toutes les trois des problèmes de toute façon. Alors, est-ce que PRNC va pouvoir être sauvé maintenant avec cette proposition de l'État? Elle est soumise, elle est conditionnée au pacte nickel, hein, là aussi. À la signature du pacte nickel. L'usine du Sud, comme la SLN, le pacte nickel est central. Il faut vraiment que ce pacte puisse, comme je vous l'ai dit, donc c'est la stratégie de l'État, être signé par les présidents d'exécutifs, par les industriels, pour optimiser les chances de ces trois usines. Ça vaut pour la SLN. J'espère que ça le sera pour KNS dès qu'un repreneur se sera fait connaître. Ça l'est pour l'usine du Sud. Pour l'usine du Sud, il y avait un problème de trésorerie. Ce problème a été pris en compte par l'État. Il y a un problème également de coût de l'énergie. Ce problème a également été pris en compte par l'État. Puis enfin, il y a un problème de repreneur. Alors, le repreneur ne porte pas le même nom que celui de l'usine du Nord, c'est le repreneur Trafigura. Mais son poids relatif dans le capital de PRNC n'est absolument pas comparable à celui de Glencore pour KNS. Il est nettement plus faible. Mais je dois dire aussi que Trafigura, qui c'est pas une grande découverte à le sens des affaires, a passé un contrat important avec PRNC, un contrat qui va entrer probablement, très probablement d'ailleurs, dans la négociation qui va s'ouvrir pour l'usine du Sud. Eh bien, pour l'usine du Sud, PRNC, le sujet de trouver un nouveau repreneur est sur la table. Là aussi, il y a un compte à rebours. La différence, c'est que le poids relatif de Trafigura au sein de l'usine du Sud n'empêche pas l'usine de fonctionner, qui produit, comme je vous l'ai dit, un nickel dit stratégique, dont le gros de la production est orienté vers la Chine. C'est 85 à 90% du produit hydroxyde de nickel qui est orienté vers la Chine. Eh bien, cette usine, pour pouvoir continuer à fonctionner, avait besoin d'un soutien financier immédiat, mais elle est confrontée également, elle aussi, à des coûts de production qui sont beaucoup trop élevés. Des coûts de production qui concernent la sous-traitance. Et donc, la présidente directrice générale de PRNC va devoir s'attaquer aux coûts de production pour rendre, comme l'a dit Bruno Le Maire, cette entreprise rentable et qu'elle puisse jouer dans la même cour que les entreprises qui nous concurrencent durement ici en Nouvelle-Calédonie. Alors cette semaine, il y a eu des annonces sur KNS, il y a eu des annonces sur Pony Resources et la SLN. Alors on n'en parle pas encore publiquement. Là aussi, l'État, on imagine, va l'aider. Quand est-ce que ça va être rendu public? Est-ce que vous pouvez nous donner des informations ou pas encore? Vous imaginez bien que, vu la hauteur des engagements financiers de l'État pour permettre à ces usines de pouvoir continuer à fonctionner, c'est vraiment du niveau ministériel. C'est le ministre lui-même qui en fera part. Il a commencé à le faire, mais c'est lui à qui en revient la responsabilité. Alors la SLN, il y a un groupe industriel que chacun connaît ici, très implanté, c'est Eramet. D'ailleurs, l'État est actionnaire au sein d'Eramet. La concertation avec ce groupe est une concertation étroite, une concertation où on recherche ensemble des solutions. La SLN est aidée par l'État pour lui permettre de pouvoir continuer à fonctionner, pour lui permettre de maintenir le niveau de production qui est le plus élevé des trois usines. C'est une usine qui a produit en 2023 45 000 tonnes de ferro-nickel. Elle n'est pas très loin de son optimum de production. Alors, par comparaison, l'usine du Sud,
34 000 tonnes, même si ce n'est pas tout à fait le même nickel. L'usine du Nord, 28 000 tonnes. Donc vous voyez, avec 45 000 tonnes, c'est peut-être la plus vieille usine, mais elle est amortie et fonctionne. Elle a été en capacité de produire 45 000 tonnes de ferro-nickel. Pour autant, les coûts de production sont encore trop élevés. Donc ils vont devoir y travailler. Et donc c'est tout le sens du plan, du pacte, proposé par Bruno Le Maire. Ça a été lors de la mission qui est venue de Bercy, ici à Nouméa, ça a été proposé aux industriels, discuté, réfléchi. Je parle du groupe Eramet et du directeur général de la SNN. Ils attendent bien évidemment que ce plan puisse être mis en œuvre le plus rapidement possible, parce que les emplois en dépendent, tout simplement parce que l'activité y est étroitement conditionnée. Ces 3 usines ont besoin d'être aidées. Donc c'est la raison pour laquelle l'État a proposé des aides financières, de trésorerie, a proposé des aides en matière d'énergie, des subventions énergie pour abaisser le coût de l'énergie. Tout ça, ça a été proposé, discuté, soupesé avec les industriels, avec les présidents des collectivités calédoniennes compétentes pour que ce plan puisse être mis en œuvre. Maintenant, il faut le signer. Et c'est Bruno Le Maire et entend lui-même qui annoncera le montant de l'aide accordée à la SLN. Il faut encore attendre un peu. Alors écoutez, comme je l'ai dit, c'est vraiment du niveau au plus haut de l'État. Hein. Bruno Le Maire est à la tête d'un ministère qui est très important pour l'État. C'est lui qui a la charge du dossier calédonien pour la métallurgie. C'est lui qui a proposé le plan. Et c'est quand même sur son niveau de responsabilité qu'il appartient donc de faire les annonces qui engagent l'État. Alors il y a un autre ministre qui arrive la semaine prochaine, il est annoncé pour le 20 février, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Ce sera sa 6e visite sur le territoire. Il s'occupera forcément, il parlera forcément de la filière nickel, ou c'est vraiment un sujet qu'il va laisser à Bruno Le Maire? On imagine qu'il va quand même s'y intéresser. Le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Donc vous voyez, il y a l'intérieur et des Outre-mer. Outre-mer, par définition, c'est très transversal. Donc il viendra pour parler de sécurité. Les policiers et les gendarmes l'attendent, mais aussi les élus. Je pourrais y revenir si vous le souhaitez. Il parlera également d'économie, puisqu'il a la responsabilité des Outre-mer, ne pas venir en Nouvelle-Calédonie et passer sous silence l'économie. Vu le dossier dont on vient de parler abondamment, il parlera d'économie. Il parlera également d'environnement. Alors, environnement, c'est essentiellement l'impact des dépressions tropicales sur le littoral qui font du dégât dans certains endroits. Alors, si vous ne le savez pas, je vous le dis, le BRGM a modélisé les impacts des dépressions tropicales sur l'agglomération de Nouméa, le grand Nouméa, mais pas au-delà. Donc on a aussi nous-mêmes une progression à faire pour permettre aux élus calédoniens de comprendre comment les prochaines décennies vont impacter le littoral calédonien. Donc il va parler de tout cela, il va parler aussi des politiques publiques, de compétences locales qui sont fortement accompagnées par l'État. Bon, c'est un petit peu mon boulot, mais il va en parler parce qu'il a besoin d'échanger cela avec des chefs d'entreprise, avec des agriculteurs, avec les élus. Donc il va venir pour cela et il aura des échanges avec tous ces responsables de la vie locale calédonien. Ça, c'est pour le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Mais il sera accompagné du garde des Sceaux, du ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, et aussi, on imagine, de la toute nouvelle ministre déléguée en charge des Outre-mer, Marie Guévenoux. Il ne viendra pas seul. Il viendra avec 2 autres ministres, donc ministre délégué à l'Outre-mer, donc Mme Thévenoud, mais aussi le garde des Sceaux, qui va venir, lui, pour en Nouvelle-Calédonie. Alors, un tout petit peu plus longtemps que le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, qui est venu souvent. Son niveau d'implication, je tiens quand même à le souligner, en 2023, il est exceptionnel. Le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer est venu 5 fois en Nouvelle-Calédonie, plus une 6e fois avec le président de la République, pour le volet institutionnel, celui du statut,
C'est une implication, mais tout à fait hors norme, quoi. Bon, et là, il vient effectivement le garde des Sceaux. Alors lui, le garde des Sceaux, il va venir inaugurer le centre pénitentiaire de Koné, qui est important, comme vous le savez, en termes de rééquilibrage, d'augmentation des capacités pénitentiaires d'accueil et aussi en matière de réinsertion, parce que tout était dans le sud, et plus précisément à Nouméa. Il va venir aussi pour mettre en valeur les moyens que la justice a déployés sur les 3 dernières années en matière de personnel, d'investissement dans les infrastructures. Il se rendra bien évidemment dans les enceintes de la Cour d'appel et du tribunal de première instance. Il aura un contact avec les plus hauts magistrats de la Nouvelle-Calédonie pour ceux qui relèvent du judiciaire. Il viendra aussi à la rencontre des avocats. Il ira visiter le camp Est. Il ira le faire pas seul, il sera accompagné de ses collègues. Et il fera une très grande annonce, je pense qu'il n'y a pas d'autre terme, sur le futur centre pénitentiaire de Nouméa. Le camp Est est touché par une surpopulation carcérale, notamment la maison d'arrêt, enfin les quartiers de la maison d'arrêt. Et donc il ira sur le site qui a été retenu en cela pour construire une nouvelle prison. C'est un investissement, je dois vous le dire Elisabeth, mais qui est considérable. C'est 500 millions d'euros. Alors, essayez de traduire ça en francs pacifiques, on s'y perd. Je vous laisse faire la conversion. Je vous ai déjà donné, c'est 60 milliards de francs pacifiques. Voilà, 60 milliards de francs pacifiques. C'est plus encore, c'est presque 2 fois l'enveloppe de l'État pour les contrats de développement sur la période qui s'ouvre 2024 à 2027. C'est considérable. C'était très attendu par les élus calédoniens. Et puis je dois dire que pour les gardiens de l'administration pénitentiaire et puis les détenus, parce qu'ils ne passent pas toute leur vie dans une prison, il faut qu'on y arrive. Et donc il va en parler avec précision et il va marquer, je pense, tous ceux qui vont l'entendre, vont l'écouter. Ça, c'est une action d'État remarquable qui restera dans les annales parce que c'est quelque chose qui est très attendu. On en a parlé beaucoup, longtemps, et là, il va donner le coup d'envoi. C'est la responsabilité du garde des Sceaux, et c'est une des raisons pour lesquelles il se déplacera en Nouvelle-Calédonie. Alors on est quand même étonné que le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer ne vienne pas parler avenir institutionnel. Il l'a fait jusque-là dans tous ses déplacements précédents. Pourquoi ? Parce qu'il estime que c'est maintenant aux partenaires calédoniens de se débrouiller entre eux, entre guillemets. Alors, l'État a ouvert le chemin du dialogue l'an dernier, c'est le moins qu'on puisse dire, entre le déplacement du ministre de l'Intérieur des Outre-mer ici à Nouméa, les délégations calédoniennes indépendantistes et non indépendantistes qui ont été accueillies à Paris. Le dialogue a été ouvert. L'État a ouvert le chemin du dialogue. Désormais, il considérait qu'il appartient au groupe politique de poursuivre ce dialogue et de construire ce que le président de la République a appelé le chemin de l'avenir. Vous vous rappelez, il l'avait évoqué lors de son intervention devant 10 000 Calédoniens, place de la Paix à Nouméa, c'est le 26 juillet dernier. Il avait même évoqué un autre chemin, ils vont devoir se croiser, hein, c'est celui du pardon, et cela a été confié au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Ce chemin aussi avance, mais celui de l'avenir, le chemin de l'avenir, c'est au groupe politique de poursuivre le dialogue qui a été ouvert et d'aboutir sur quelque chose de consensuel pour donner des perspectives pour la jeunesse, pour donner aussi à la population calédonienne un petit peu plus de sérénité sur son avenir. Donc, le ministre de l'Intérieur des Outre-mer ne vient pas tout de suite là, pour cela, la semaine prochaine. Il reviendra très certainement. Il l'a dit. Il a toujours dit que sa porte restait ouverte. Alors, monsieur le commissaire, le temps passe et je sais que vous avez un emploi du temps très, très contraint en plus. Je voudrais quand même vous demander, vous parlez de ce que vous qualifiez vous-même de votre boulot, très directement. C'est la période de la signature des contrats de développement. On en a beaucoup parlé ces derniers jours avec les provinces, des conventions de fonctionnement également avec les communes. C'est quoi la philosophie de ces contrats finalement ? Et je crois qu'il y a des innovations pour la période de 2024-2027. Alors, les contrats de développement,
c'est vrai que ça fait partie de l'histoire calédonienne. Hein, moi, j'ai connu ça il y a 20 ans, on en parle toujours. Ça a débuté en 90. C'est ça. C'est ça. Alors maintenant, quand je suis arrivé au début de l'année dernière, et on me dit, il y a 10 contrats de développement. Alors, je dis, ouf, il y en a beaucoup. Sauf que la Cour des comptes a porté son regard sur ces contrats de développement. Elle a dit, il y en a peut-être un petit peu trop. Il va falloir en réduire le nombre. 10 contrats, c'est peut-être pas forcément la bonne hauteur. Alors, à titre de comparaison, dans les régions métropolitaines, plus les super-régions qui regroupent plusieurs millions d'habitants, il y a un seul contrat, il vaut pour 4 ans, on appelle ça le contrat de plan État-région. Donc, ce que nous avons fait, je l'ai fait d'un commun accord et en concertation étroite avec des élus calédoniens, on a réduit le nombre de 10 à 4. On est passé de 10 contrats à 4. C'est pas mal. Ça fait moins. C'est pas mal. Donc, on a suivi les recommandations de la Cour des comptes. Mais on y a rajouté en plus les appels à projets. Alors, c'est une formule totalement différente. Les appels à projets, c'est une formule qui est beaucoup plus souple. Un maire propose un projet à réaliser en 2024 ou à réaliser sur plusieurs années. Eh bien, l'État s'engage à faire en sorte que l'écofinancement soit au rendez-vous auprès de ceux de la commune. Et il appartient au maire, s'il a besoin de cofinancement supplémentaire, ceux de la province, de convaincre l'élu de la province et de dire en quoi le projet est important pour faire en sorte que le projet se réalise. Et pour être sûr qu'il n'y ait pas de dérapage, eh bien, j'ai prévu en fin de chaque année de faire une évaluation de l'ensemble des projets portés par les communes pour mesurer leur état d'avancement et puis, passez-moi l'expression, pour corriger le tir si on se rend compte que finalement, tous les financements attendus ne sont pas au rendez-vous. Alors, globalement, alors effectivement, ça, c'est vraiment mon boulot, c'est pas négligeable. Les contrats de développement, les appels à projets, et on peut y rajouter aussi les financements apportés par l'ADEME, l'Agence de maîtrise de l'environnement, mais aussi l'Agence nationale du sport, pourtant une compétence qui a été transférée à la Nouvelle-Calédonie. Ce sont 40 milliards de francs pacifiques de crédits de l'État qui sont injectés dans l'économie calédonienne. Ils doivent être consommés en 4 ans, de 2024 à 2027. Je dirais, c'est comme le plan dont nous parlions tout à l'heure. Il ne faut pas perdre de temps. J'allais dire, vu l'inquiétude et les effets collatéraux dont on voit bien qu'ils peuvent se produire très très vite en tel ou tel secteur du territoire calédonien, il faut s'emparer de ces projets et les faire démarrer le plus vite possible. La période précédente des contrats de développement, c'était aussi 4 ans. Il a fallu mettre 7 ans pour les réaliser. Parce que les opérations n'étaient pas faites, Sur 330 opérations, Elisabeth, 330 opérations de la précédente génération de contrats de développement, 280 sur 330 ont été abandonnés ou modifiés. Vous vous rendez compte? Incroyable. Et pourtant, tout ça, c'était adossé à des contrats de développement qui avaient été tous signés. Donc, on va être plus réactif. Hein, ça va être des appels à projets. Et à la fin de chaque année, on va faire le point. Bon, je ne suis pas là pour tirer les oreilles. Je suis surtout là pour que les projets se réalisent. C'est mon objectif et celle de tous les services de l'État, en liaison étroite avec les services des collectivités calédoniennes qui ont un très, très grand nombre de compétences en la matière. Alors, votre boulot, c'est aussi l'ordre public, la sécurité publique. Il y a plusieurs opérations là, qui sont montées depuis quelques mois. On s'aperçoit que les forces de l'ordre sont très présentes sur le terrain, alors, avec des opérations de contrôle routier notamment. Je vais vous en parler, mais je voulais terminer sur les innovations, parce que vous m'en avez parlé. Dans les innovations pour la période qui s'ouvre, 2024-2027, il y a les conventions communales de fonctionnement. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est le soutien par l'État des actions des maires qui sont orientées vers la jeunesse, vers le sport, vers l'insertion. C'est-à-dire c'est l'accompagnement des actions qui sont axées sur le vivant, sur l'avenir, sur la relève, et je dirais de manière plus générale sur l'espoir. Et ça concerne les communes, donc? Ça concerne les communes. Et donc, il y a des communes, je les ai réunies pas plus tard qu'hier, et j'ai fait le point avec les maires de ces communes qui ont voulu s'y engager. Donc, on a déployé sur ces 40 milliards de francs pacifiques, 1 milliard spécialement pour ces actions. Ce n'est pas négligeable, je le dis, parce que ça concerne surtout la jeunesse. Alors, pour revenir sur les questions de sécurité, effectivement, en matière de sécurité, il y a quand même un certain nombre de sujets ici en Nouvelle-Calédonie. Alors, je vais commencer par la sécurité routière.
Hier matin, il y avait une opération encore et une à Absolument. Connaît également. Ah, mais je vais vous parler des opérations Place Nette et concerne plus particulièrement les points de deal, de trafic de stupes, mais aussi les opérations de contrôle routier. 2022, 70 morts sur les routes. C'est énorme. Si on veut faire des comparaisons par rapport au département de métropole ou de l'Hexagone, vu la population calédonienne, avec 268 000 habitants aujourd'hui, mesure effectuée par l'ISEE, l'Institut de statistique et d'études économiques, eh bien, si on était dans la moyenne nationale, c'est pas plus de 14 morts. 70 en 2022, vous vous rendez compte? Alors 2023, je ne vais pas dire que j'ai pris le taureau par les cornes, mais j'ai demandé aux policiers et aux gendarmes de mettre en place des contrôles routiers de plus en plus serrés. On est passé de 70 morts à 51 morts. Donc c'est une diminution du nombre de morts de 30%. C'est pas mal. Mais 51 morts, c'est énorme. Puis ce sont surtout des jeunes. Et ce sont des jeunes qui sont des jeunes d'origine mélanésienne très majoritairement. Je crois aussi utile de le préciser. Les causes, c'est l'alcool, c'est l'absence du port de la ceinture de sécurité. Celui qui a consommé un peu trop d'alcool oublie, j'allais dire de manière quasi automatique, de prendre sa ceinture de sécurité quand il prend le véhicule. Encore, il s'avère que parmi ces accidents mortels, hélas, il y a beaucoup de mineurs. Donc, ils n'ont pas forcément les réflexes qu'on peut attendre d'un majeur. Eh bien, l'alcool et l'absence du port de la ceinture de sécurité, c'est 77% des accidents mortels en Nouvelle-Calédonie. Vous voyez un petit peu la hauteur de la marche. Donc, on met le paquet. Alors, moi, je voudrais saluer évidemment le travail qui est effectué sans relâche par les policiers et les gendarmes. Ça se fait la nuit, ça se fait le week-end, ça se fait tout le temps. Il faut réussir à faire rentrer dans le crâne des délinquants de la route que la vie n'est pas faite pour qu'on meure d'un accident de la route. Donc, on s'y emploie et on va développer, bien évidemment, les contrôles routiers dont je vous ai parlé. On va développer aussi la mise en place de radars fixes, c'est nouveau. Et on va mettre en place des radars mobiles. Voilà, donc tout ça va être mis en œuvre, ainsi que des immobilisations administratives dans les fourrières. On y travaille avec les communes. Donc tout ça, on le met en œuvre conjointement avec le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, puisque la prévention routière relève de sa compétence. Ça, c'est pour le volet routier. Ensuite, il y a le volet lutte contre les trafics de produits stupéfiants. Alors, les opérations Place Nette qui existent effectivement en métropole, ça, c'est nouveau en Nouvelle-Calédonie. C'est nouveau. C'est nouveau. D'ailleurs, j'y étais, je ne sais plus si c'était hier ou avant. C'était hier. Oui, hier. Hier, dans un quartier particulier de Nouméa, dans les tours de Magenta, 14 petits dealers, je ne sais pas si c'était tous petits d'ailleurs, mais enfin, ont été interpellés par la police nationale. J'y étais avec le procureur de la République, donc je salue à la fois le niveau d'engagement, l'implication personnelle et le sens de l'intérêt général. Je le dis, parce que je le dis avec, je dis toujours ce que je dis avec une grande sincérité. On a la chance d'avoir un procureur de la République aussi impliqué et des policiers aussi disponibles. Une opération qui a été couronnée de succès. Donc on a 14 petits dealers dans les tours de Magenta et des trafiquants qui ont été pris la main dans le sac. Ils sont écartés de cette zone qui est très habitée, d'une population qui n'est pas la plus aisée. Et donc ça, c'est une opération Place Nette. Et donc ce genre d'opération est appelé à être multiplié. À Nouméa seulement, ou vous allez le faire sur l'ensemble de la Calédonie? On va le faire dans toute la Nouvelle-Calédonie. Donc c'est une instruction aussi qui concerne la gendarmerie nationale, dans la zone gendarmerie, qui est l'ensemble du territoire calédonien, à l'exception de Nouméa, qui, comme vous le savez, est de compétence police nationale. Et les points de deal en Nouvelle-Calédonie, on recherche surtout le cannabis, en fait. Parce qu'en métropole, on sait qu'il y a beaucoup le cannabis, de drogues mais qui c'est vrai, vous avez raison, le cannabis, mais il y a aussi des drogues de synthèse qui commencent à circuler en Nouvelle-Calédonie. Ce sont des drogues qui sont très chères. Donc, en face, la clientèle a les moyens aussi de se fournir avec ce type de produits. Ça fait partie aussi de nos cœurs de cible de lutter contre ce type de réseau afin qu'il ne se développe pas. Ici, en Nouvelle-Calédonie, il n'y a pas de gros réseau de trafic de stupes. Mais vous savez, ça va très très vite. Je suis passé moi, dans des tas de départements où
Voilà, il n'y avait pas de grand trafic. Et puis d'un seul coup, en un an, 2 ans, ça explose. Donc on y veille. Et je voudrais ne pas oublier non plus le service des douanes. Il y a des bateaux qui arrivent ici, ils sont très très gros, port de Nouméa. D'autres qui arrivent également aux îles Loyauté, je pense à Lifou. Eh bien, malheureusement, parmi les passagers, ces différents bateaux, il y a des trafiquants. Il y a des trafiquants, et donc la douane, dont je salue l'action, avec la police nationale, a fait vraiment de ce sujet un sujet central. On ne veut pas qu'en Nouvelle-Calédonie se déploient des réseaux de grande envergure, comme ça peut exister ailleurs, dans le Pacifique. On veut que la Nouvelle-Calédonie soit préservée. Donc ça, c'est vraiment mais très, très important. Il y a des drogues, je le dis pour nos auditeurs, qui sont en circulation dans le territoire calédonien. Heureusement, il n'y en a pas beaucoup, mais elles sont consommées par des personnes qui ne sont pas stables sur le plan mental. Ce sont des gens qui sont, pour la plupart, des schizophrènes, qui peuvent commettre des actes très graves. Et donc, voilà, on veut vraiment lutter contre les tentatives qu'auraient les têtes de réseau de déployer des drogues dures dans certains quartiers de Nouméa. On lutte contre ça, et l'opération Place Nette, puisqu'elle s'appelle ainsi, c'est le nom qu'en a donné le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, Gérald Darmanin. Bien, ce type d'opération va être multiplié. L'objectif, c'est d'empêcher l'implantation des réseaux d'envergure en Nouvelle-Calédonie et de mettre un terme à tous ces petits réseaux de petits dealers. Il y a des mineurs, mais il y a des majeurs, ce sont souvent des jeunes majeurs, qui sévissent dans certains quartiers de Nouméa et ailleurs, malheureusement. Donc, c'est une priorité. Beaucoup de sujets, monsieur le commissaire. Merci de nous avoir consacré autant de temps. Petite dernière question. C'est presque un anniversaire. Vous avez pris vos fonctions il y a un an maintenant. Alors bon, vous connaissiez la Nouvelle-Calédonie, vous y avez été secrétaire général. Est-ce que vous avez découvert des choses? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surprise depuis un an? Je pourrais vous en parler pendant des heures. Comme ça, spontanément, moi, je vous dirais que moi, ce qui me frappe, c'est l'extraordinaire concentration de la population calédonienne dans le Grand Nouméa. C'est vraiment, pour moi, quelque chose de très nouveau. Il y a 20 ans, on n'en était pas là. Aujourd'hui, Nouméa, Dombasle-sur-Mer, Païta, le Mont-d'Or concentrent une très grande partie de la population calédonienne. C'est pas neutre. Un grand nombre aussi d'activités d'entreprises, d'activités économiques. Voilà, ça, je l'ai vraiment découvert. Découvert aussi un modèle économique qui est complètement centré sur l'activité du nickel. Bon, vous le savez sans doute, c'est 95% des exportations calédoniennes, le nickel. Donc ça donne un certain écho, une certaine tonalité au sujet qui vous a valu de m'interroger au début de cette émission Transparence. On a aujourd'hui 3 usines de taille mondiale. Il y a 20 ans, il n'y en avait qu'une seule. On est passé de 1 à 3. Donc tout ça n'est pas neutre. Dans un contexte international qui a complètement bouleversé le marché du nickel dans le monde, et tout ça n'est pas sans impact en Nouvelle-Calédonie. Donc on a mis la barre encore un cran plus haut, mais comme on en veut, on va résoudre ce problème. On y croit et on attend la signature donc incessante de ce pacte nickel dont nous parlions tout à l'heure. Je l'espère. Monsieur le commissaire, merci d'avoir accepté notre invitation dans ce magazine Transparence.